Salut à tous, c'est Lucifuge 971 et bienvenue sur Il était une fois la Guadeloupe, la chaîne consacrée à la Guadeloupe. Donc, nous sommes au mois de mai et comme vous le savez, c'est le mois placé sous le signe de la fête du travail. C'est un mois qui est connu pour la contestation sociale, notamment grâce aux événements qui sont survenus en mai 1968, avec les barricades, les heurts avec les étudiants dans le quartier latin de la Sorbonne, etc. Mais en Guadeloupe, le mai 68 est tombé un an avant. Donc il y a eu les événements de mai 67 et ce sont des événements qui n'ont jamais été mentionnés dans les livres d'histoire et ces événements-là seront tenus justement secret défense jusqu'à l'année 2017. Donc au travers de cette vidéo, nous allons remonter le temps et revenir en cette année 1967, précisément aux événements de mai 67. Et donc je vous souhaite un bon visionnage à tous et je vous dis let's go. Avant d'évoquer les émeutes et les tueries de Pointe-à-Pitre du mois de mai 1967, il me semble nécessaire de présenter un peu le contexte social de l'époque. Donc l'année 67 en Guadeloupe avait sans doute déjà commencé en mars dans l'éclat de révolte qui avait déferlé sous le ciel de Basse-Terre. Donc en effet, le 20 mars 1967, aux environs de 9 heures du matin, Vladimir Srinsky, un Européen propriétaire d'un grand magasin de chaussures à Basse-Terre, le sans pareil, voulant interdire à Raphaël Balzinc, un vieux Guadeloupéen infirme, cordonnier ambulant, de passer sur le trottoir qui borde sa devanture, lâche sur lui son berger allemand. Donc Srinsky excite son chien en s'écriant Dis bonjour au nègre. Le pauvre Balzinc est renversé et mordu, et la foule se précipite spontanément pour porter assistance à ce monsieur qui, toujours par terre, explique aux passants que cela faisait déjà un moment que Srinsky prétend lui interdire l'usage du trottoir devant son magasin, alors que pendant que la foule porte assistance à Balzinc, Srinsky, du haut de son balcon, nargue et invective les passants et va même jusqu'à les défier, de même que les policiers guadeloupéens présents sur place. Donc, on demande une intervention de la police, parce que c'est quand même un acte raciste qui mérite d'être condamné, sauf que rien ne sera fait. Donc, il est maintenant 11 heures et l'émotion est à son comble. Et la foule, en colère, continue de grossir. Donc on a des dockers qui arrivent, on a des lycéens, on a des employés, des marchandes qui se massent de plus en plus devant le magasin Le Sans Pareil. Et une heure plus tard, à midi, la rumeur enfle et se propage dans toute la Guadeloupe. À Basse-Terre, la colère finit par laisser la place à la révolte et le magasin de Srinsky est saccagé. Ces deux voitures sont retournées et il parvient à s'échapper en évitant de peu d'être lynché. Et ainsi, tout le restant de la journée de ce lundi 20 mars 1967, les Guadeloupéens continuent d'affluer vers le centre-ville de Basse-Terre, puis se dispersent par groupes à la recherche de Srinsky, toujours introuvable. Des affrontements sporadiques opposent les manifestants aux forces de répression appelées en renfort par le sous-préfet Maillard, présent sur les lieux. Donc le lendemain, le mardi 21 mars,
et le surlendemain, le mercredi 22 mars, le peuple guadeloupéen est en émeute. Il n'y a pas d'autre mot, ils sont en émeute. Plusieurs centaines de manifestants sont dans les rues, ils se rassemblent de nouveau devant le sans-pareil, et ce mardi 21, le magasin de Srinsky est incendié, et sa voiture est aussi incendiée et jetée à la mer. Face à la colère populaire, le préfet Pierre Bolotte déclare dans une interview à la radio, lors d'une intervention radiodiffusée, qu'il comprend la colère du peuple et que le coupable raciste sera poursuivi. Mais il s'agissait là d'un écran de fumée, car ce monsieur Pierre Bolotte, actuel préfet de la Guadeloupe, est aussi un ancien directeur de cabinet du préfet d'Alger, après la fameuse bataille d'Alger qui avait donné lieu à la pratique systématique de la torture et des exécutions sommaires. Donc ce monsieur, Bolotte, il feint, il fait semblant de condamner l'acte raciste de Srinsky, mais il veut en fait profiter des événements pour démanteler le mouvement autonomiste né de la déception des Guadeloupéens, le GONG. Car malgré la départementalisation de 1946, ils ont conscience du fait du racisme et des incroyables injustices sociales qui les frappent. Et ils ont conscience, les Guadeloupéens, de ne pas être assimilés et ils sont encore traités comme des indigènes. Alors que la départementalisation en 1948 devait permettre une certaine parité sociale. Et donc, Bolotte est persuadé que les attroupements qui ont lieu à Basse-Terre, lors justement de l'affaire Balzinc-Srinsky, n'avaient rien de spontané et que ces rassemblements seraient le fait d'agitateurs qui tenteraient d'exploiter l'incident à des fins politiques. Donc, on se rend compte que les poursuites contre Srinsky sont vite relayées au second plan et le préfet envoie la foudre sur les Bastériens, donc des renforts de police, des arrestations massives, des tabassages, des interdictions d'attroupement et de réunion. On assiste à la fermeture aussi des débits de boissons et la ville est quadrillée. Donc sans surprise, on dénombre plus d'une cinquantaine de blessés parmi les manifestants. Et je parle ici du nombre officiel, hein. Mais combien d'autres qui, pour échapper à la répression, auront préféré ne pas se rendre à l'hôpital militaire du camp Jacob à Saint-Claude. Et donc, suite à cette répression, on comptera une vingtaine de Guadeloupéens qui sera lourdement condamné à la fin de l'année 67, alors que Srinsky, lui, a opportunément disparu et ne sera jamais jugé. Donc le mercredi 22, la tension diminue grâce à l'intervention de la députée communiste Gertie Archimède, qui se démène pour ramener le calme dans la ville et apaiser la colère populaire. Mais ce vent de colère s'est aussi déporté sur la Grande Terre, car le jeudi 23 mars 1967, et plus précisément dans la nuit du jeudi au vendredi, alors que la répression s'abattait sur les Bastériens, une charge de dynamite endommage la façade du magasin sans pareil de Pointe-à-Pitre, qui était la propriété du frère de Vladimir Srinsky. Et l'incident raciste de Srinsky, entre guillemets, se terminera de cette manière. Donc, on pourra dénombrer encore quelques petites tensions, quelques petits heurts avant le mois de mai 1967, car effectivement, au mois d'avril 1967, des manifestants sont arrêtés en nombre, indistinctement présentés comme des émeutiers, et ils sont lourdement condamnés dans des parodies de procès, quoi. Donc on a cet incident qui laisse un goût amer dans la bouche des Guadeloupéens, parce qu'en
en gros, un, 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 un blanc, de, pour parler communément, lâche son chien sur un local et s'en tire indemne. Et ce sont au final les Guadeloupéens qui ont été arrêtés injustement, qui eux se retrouvent condamnés à des peines de prison. Et donc, le 1er mai, comme je l'expliquais au début de la vidéo, est synonyme de fête du travail. Et donc, ce 1er mai 1967, euh, parti des alentours du terrain de l'usine Marquisa, un cortège composé d'une cinquantaine de manifestants traverse les rues principales du bourg de Capesterre, puis marque un arrêt devant la salle des fêtes, et le cortège s'achève devant le cinéma Pax. Donc, dans un contexte répressif, le pouvoir colonial dépêche sur place des dizaines de képis rouges, dont la charge est de relever le nom des participants. Et ensuite, on a encore une pluie de convocations et des interrogatoires. La répression de mars et avril 1967, de même que les intimidations du 1er mai, n'étaient rien comparé au carnage que les militaires et CRS français allaient perpétrer les 26 et 27 mai prochains dans les rues de Pointe-à-Pitre à l'encontre de passants, de jeunes et de travailleurs du bâtiment. Donc, comme on peut s'en rendre compte, parce qu'on a fait grosso modo, on a défini le contexte de ce mois de mai. Donc, ce mois de mai est déjà marqué par les tensions qu'il y a pu avoir quelques mois auparavant, auxquelles on peut rajouter le chômage, il y a la crise sucrière à l'époque, il y a la fermeture de certaines usines, mais ce que redoute le plus l'administration coloniale de l'époque, de même que le préfet Bolotte, c'est la montée du nationalisme guadeloupéen qui, stimulé par l'exemple algérien, se développe considérablement à cette époque. Parce que, en effet, le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, ou GONG, né en France en 1963, s'implante en Guadeloupe dès 1964 pour propager ses idées indépendantistes et ses actions. Le GONG, qui est allié au Parti communiste guadeloupéen, était parti l'année précédente, en janvier 1966, assister à la conférence précontinentale de la Havane, où ils avaient fait adopter une motion pour l'indépendance de la Guadeloupe, pardon. Et en 1967, ce groupe GONG est le groupe dont le pouvoir colonial a le plus peur. Et bien que l'administration à l'époque a énormément, voire même exagéré les moyens organisationnels de cette institution, mais le GONG était quand même, j'ai envie de dire, la bête noire de l'administration coloniale en 1967. Et nous arrivons à cette fameuse journée du 24 mai 1967. Ce mercredi 24 mai 1967, les ouvriers du bâtiment sont en grève. Leurs revendications s'articulent autour d'une augmentation des salaires et ils demandent la parité des droits sociaux comme on leur avait promis en 1946 lors de la départementalisation. Donc la mobilisation est forte, le climat est tendu. Et le lendemain, le jeudi 25 mai, elle s'étend et les travailleurs décident d'arrêter complètement le travail. L'importance de la mobilisation et la tension régnant sur les piquets poussent le patronat à convoquer une réunion de négociation pour le lendemain à la chambre de commerce de... En ce vendredi 26 mai 1967, veille de journée d'anniversaire de commémoration de l'abolition de l'esclavage, dans la matinée à Pointe-à-Pitre, de nombreux ouvriers se rassemblent devant et aux alentours de la chambre de commerce où doivent se tenir les négociations à venir. Personne, à cet instant,
ne pouvait se douter de la tournure que prendrait cette journée. Il est 11 heures et en présence de l'inspection du travail, débutent les négociations entre la délégation syndicale de la CGT et la délégation patronale conduite par Georges Brizard. À 12h45, les négociations qui étaient sur le point d'aboutir sont ajournées en raison de l'opposition du représentant de la Sogotra. Dehors, la rumeur selon laquelle les négociations ont échoué, ainsi qu'une phrase prononcée par un des patrons, disant que quand les nègres auront faim, ils reprendront le travail, se propage. Les CRS prennent position. Vers 14h30, des renforts de CRS sont déployés sur la place de la Victoire et devant la chambre de commerce pour permettre la sortie de Brizard, le patron qui avait laissé entendre que lorsque les nègres auront faim, ils reprendront le travail. L'arrivée des CRS provoque la colère générale. Les affrontements débutent. Les CRS lancent des grenades lacrymogènes pour disperser la foule et chargent à coups de matraque, à coups de crosse. Et pour ceux qui glissent, tombent ou traînent, pour eux, c'est des coups de pied. Les manifestants, renforcés par des jeunes, répliquent par des jets de pierre, de conques de lambis et de bouteilles. Il est 15 heures. Brizard a été évacué. Les affrontements se poursuivent. Dans toute la ville, des groupes se forment. Il est 15h15. Le préfet Bolotte, en repli à la sous-préfecture en compagnie des chefs militaires et du sous-préfet Petit, donne alors l'ordre de tirer en faisant usage de toutes les armes. Il sait la portée de son ordre. Et pour cause, l'homme a effectué 2 séjours en Indochine et a passé 3 années en Algérie où, entre 1955 et 1958, il a été sous-préfet à Miliana, puis directeur de cabinet du préfet d'Alger. Et par conséquent, c'est donc un familier des tueries françaises en terre coloniale. Michel Bolotte s'était préparé à exercer une répression judiciaire et militaire sans faiblesse préventive contre le Gong, considéré comme l'organisation responsable de la montée de revendications contre l'État. C'est pourquoi, dès les premières échauffourées de l'après-midi, le préfet donne l'ordre de tirer et rappelle l'escadron des forces spéciales de la gendarmerie mobile en attente depuis le 22 mars et en cours d'embarquement à l'aéroport du Rézé. Aux environs de 15h30, 15h35, le commissaire Jean Canales désigne un manifestant du doigt. Les rafales d'IPM et de fusils automatiques se font entendre sur la place de la Victoire, non loin du monument aux morts. Et là, un homme s'écroule, atteint de 2 balles dans le ventre. Très vite, il est ramassé, emporté et conduit à l'hôpital général, où il y décédera quelque temps après. Il s'agit de Jacques Nestor, Jackie pour ses camarades, Kiki pour ses amis. Il a alors 26 ans et milite au Gong. Vers 15h40, autour de la place, dans la foule des badauds, un Guadeloupéen est atteint d'une balle en pleine tête. Puis, c'est au tour du jeune Pince-Maille de s'effondrer, la tête elle aussi chiquetaillée par une balle meurtrière. C'est le signal de début d'un long massacre. Il est désormais 16 heures. Dans la ville, la sauvagerie de la répression et l'annonce de l'exécution de Jacques Nestor, puis de 2 autres Guadeloupéens, déclenchent une vague de colère. Les armeries Petreluzzi, Quetel et Boyer sont prises d'assaut. Des armes et des munitions sont emportées. Contre la barbarie militaire, un mouvement de résistance populaire s'organise. Les affrontements redoublent d'intensité. Plusieurs groupes de civils armés s'opposent aux forces de répression. Ailleurs, des quarts de CRS et de gendarmes déboulent en trombe avec pour consigne de nettoyer la ville. Il est maintenant 18 heures. Une pluie incessante de rafales d'armes automatiques a déjà fauché des dizaines de Guadeloupéens. On signale à cette heure 4 tués et plus de 30 blessés civils. De nouvelles troupes de parachutistes, arrivées en renfort de gendarmes et de CRS, font leur apparition et commencent à prendre position. L'émeute populaire redouble alors d'intensité. Les magasins Unimac et Prise Unique, les immeubles d'Air France et de France Antilles, ainsi que le dépôt de la Banque de Guadeloupe,
sont attaqués et incendiés. Il est 19 heures. Les képis rouges envahissent la ville, aidés et accompagnés dans leur repérage, leurs déplacements et leurs interpellations par des policiers guadeloupéens et par d'autres indicateurs qui s'étaient glissés parmi les manifestants. C'est le couvre-feu, alors que la radio d'État annonce que le calme est revenu. À 20 heures, la décision est prise. Par qui? On ne sait pas si c'est par Bilotte, Bolotte ou Focard, d'envoyer les pots de fleurs, ces jeeps militaires équipés de mitrailleuses. Cette décision se double d'un ordre clair: tirer sur tout ce qui bouge, qui est noir ou qui tire ses origines de cette couleur. Pointe-à-Pitre est en état de siège. Le massacre va alors virer à la boucherie. Les artères de la ville sont dégagées. Plus aucun regroupement n'est admis. Badauds, passants, riverains essuient les rafales meurtrières. Des centaines de Guadeloupéens sont pris pour cible, mis en joue, blessés, mutilés, fauchés. Le jeune Camille qui rentre du travail, est abattu à 2 pas du domicile de ses parents. Dans la nuit, la patrouille repasse alors que les parents et proches organisent la veillée. Nouvelle rafale. Gildas Landre ne se relèvera pas. Vers minuit, un avion militaire en provenance de la Martinique convoie des renforts supplémentaires. Une nouvelle meute de militaires parachutistes français, chargée celle-ci de finir le travail. Vers 2 heures du matin, le silence se fait. Les rues sont vides, nettoyées de toute présence guadeloupéenne, exception faite des quelques policiers et indiques servant de guide aux forces de l'ordre. Ou plutôt, en ce matin du 27 mai 1967, le bilan de la journée du 26 est lourd. On dénombre plusieurs centaines d'arrestations, pour 27 officiellement, et déjà 5 morts identifiés parmi les civils guadeloupéens. Jacques Nestor, Georges Zadig Gougounian, Harry Pincemaille, Camille Taré et Gildas Landre. Plus d'une centaine de blessés. Passant sous silence le nombre réel de victimes innocentes guadeloupéennes, la radio d'État annonce 27 CRS et 6 ou 7 gendarmes blessés. Il est 7 heures du matin. Des Guadeloupéens se rassemblent par petits groupes pour constater l'état de la ville et commenter les massacres de la veille. Ils découvrent une ville assiégée, transformée en champ militaire. Dans les rues de Pointe-à-Pitre, la France mène une guerre contre des civils désarmés. On murmure des noms, ceux de Guadeloupéens assassinés par les képis rouges, ceux de blessés. Toujours à voix basse, on s'interroge sur le nombre de victimes et les véritables raisons d'un tel massacre. Il est 8 heures. À moins d'1 kilomètre de là, au lycée de Bainbridge, les jeunes lycéens s'apprêtent à manifester pour dénoncer les massacres et la sauvage répression de la veille. En route, ils seront rejoints par d'autres. Vers 10 heures, le milieu de jeunes s'arrête face à la sous-préfecture et après une prise de parole, commence à scander les noms des bourreaux. CRS, SS, Bilotte, Assassin. Les cordons de képis rouges et de CRS sur place les encerclent, puis commencent à frapper. Plusieurs jeunes sont interpellés. Cette nouvelle agression ravive la braise. Des affrontements sporadiques continuent d'opposer des groupes de Guadeloupéens aux CRS et aux képis rouges. Là, le rapport de force est trop déséquilibré. Pierre et bouteilles contre fusils automatiques et mitraillettes. Tout au long de la journée, des Guadeloupéens continueront d'être assassinés, mutilés ou arrêtés. Des corps sans vie dans les rues et quartiers de la ville seront furtivement récupérés par leurs proches. À 17 heures, des dizaines de Guadeloupéens, bravant la politique de la terreur, accompagnent le corps de leur camarade Jacques Nestor au cimetière de Mortenol. D'autres victimes sont enterrées au même moment. En plus des centaines d'arrestations arbitraires en entre guillemets flagrant délit, la chasse est lancée contre les agitateurs, meneurs et instigateurs rendus responsables de cette boucherie
dont la France coloniale est coutumière. L'étreinte de la nuit se referme sur la ville qui s'endort pour la deuxième fois en baignant dans une odeur de mort et de poudre. Le 28 mai, le calme est revenu. Le mardi 30 mai 1967, en préfecture, le patronat va signer une surprenante augmentation de 25% pour les ouvriers du bâtiment, beaucoup plus importante que celle refusée aux ouvriers quelques jours avant. Tout cela avant que soit lancée une répression visant à faire porter aux Guadeloupéens la responsabilité du massacre orchestré par les forces colonialistes. Suite aux événements, environ 70 Guadeloupéens seront arrêtés, certains sous des inculpations de droit commun, telles que des violences, des attroupements, des destructions, etc., et d'autres pour des faits de séparatisme. 15 Guadeloupéens, soi-disant arrêtés en flagrant délit, sont au tribunal dès le 31 mai. Le 7 juin, des condamnations à leur encontre sont prononcées, allant de 6 mois de prison avec sursis à 30 mois ferme. Le pouvoir colonial va utiliser les massacres pour lancer une chasse dirigée contre le Gong et des groupuscules les appuyant, à l'image de La Vérité, qui est un groupe constitué de dissidents du Parti communiste guadeloupéen, ou encore le Progrès social, un journal militant fondé par les frères Rod, Henri et Félix Rod. Les détenus, considérés comme politiques, sont envoyés en France à la prison de la Santé. Ils voient leur procès débuter le lundi 19 février 1968. 18 hommes comparaîtront devant la Cour de sûreté de l'État pour atteinte à l'intégrité de la sûreté nationale. 13 seront acquittés, les autres seront condamnés à des peines de sursis allant de 3 à 4 ans. Aimé Césaire et Jean-Paul Sartre assistent au procès en soutien aux militants accusés à tort d'avoir fomenté les événements des 26, 27 et 28 mai 1967. En avril 1968, débutent les procès de 25 Guadeloupéens défendus par un collectif impressionnant d'avocats, dont Félix Rod lui-même, tout juste sorti des geôles françaises. La mobilisation locale est énorme et le mardi 17 avril, le tribunal prononçait des acquittements et des peines de sursis. Pendant ce procès, Jean Canales, le chef de la police pendant les massacres et chef d'orchestre de la répression qui suivit, tenta à plusieurs reprises d'échapper à la barre, mais il fut contraint de venir témoigner. 9 des mineurs interpellés lors de la marche lycéenne du 27 mai 1967 furent plus tard libérés après être passés devant le tribunal de Basse-Terre. Toutes les peines furent amnistiées par la loi du 30 juin 1969. Ces deux procès sont bien à court terme une victoire politique, mais ils n'auront pas réussi à faire la lumière sur la véritable ampleur et la responsabilité des massacres perpétrés à Pointe-à-Pitre les 26 et 27 mai 1967 par les CRS et la gendarmerie mobile. Quant aux responsables de cette tragédie, sont cités les noms du commissaire Canales, du préfet Bolotte, de Pierre Billotte, ministre de l'Outre-mer, de Christian Fouché, ministre de l'Intérieur, de Pierre Messmer, ministre des Armées, et surtout de Jacques Faucard, alors secrétaire de l'Élysée aux affaires africaines et malgaches. Faucard était le fils d'une béquée guadeloupéenne de Gourbert et d'un planteur de bananes d'origine alsacienne, le maire de cette même ville de Gourbert, et qui répondait au nom de Guillaume Coche-Faucard. Mais personne n'a jamais osé accuser le Premier ministre Georges Pompidou, ni le général de Gaulle, alors chef de l'État, qui certainement a dû être informé de ce qui se passait en Guadeloupe et probablement consulté sur les mesures à prendre. Curieusement, les archives relatives au massacre, ou du moins ce qu'il en reste, ont été classées secret défense jusqu'en mai 2017, ce qui pourrait être le signe que des hommes des forces spéciales ont pu être utilisés sous l'uniforme de forces de l'ordre classique, comme cela se fait parfois quand la République se sent menacée. Pierre Bolotte, le préfet, a été prudemment rapatrié le 12 juillet 1967 et a affecté, le temps que les esprits se calment, un poste discret. Après avoir poursuivi sa carrière de préfet territorial en métropole, il a été nommé à la Cour des comptes en 1982,
tout en menant une carrière politique dans le 16e arrondissement de Paris, dont il a été le maire adjoint RPR. Zrinski, aidé par les autorités, a disparu de la Guadeloupe sans laisser de traces. Donc rappelez-vous, Zrinski, c'était le fameux Polonais euh, propriétaire du magasin Le Sans Pareil, qui avait été à l'origine des émeutes à Basse-Terre en mars 1967. Les séquelles de ces événements sanglants dans la mémoire collective guadeloupéenne sont d'autant plus vivaces que le massacre de mai 1967 a toujours été minimisé, sinon occulté, dans l'histoire de la Ve République, à la différence d'autres massacres comparables en termes de victimes, comme celui qui survint le 17 octobre 1961, qui, eux, ont été reconnus officiellement. Aujourd'hui, on ne connaît toujours pas le bilan exact de la répression. Il n'y a que 8 morts recensés officiellement, mais on estime à plusieurs dizaines le nombre de personnes tuées par les forces de l'ordre durant ces 3 jours de révolte. Ce n'est qu'à l'automne 2016 qu'une commission chargée d'un rapport sur les événements de mai 1967, remis à la ministre des Outre-mer, a retenu, après examen des archives de l'État, la qualification de massacre. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo centrée sur les émeutes de mai 1967. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et puis qu'elle aura permis de connaître un de ces chapitres les plus sanglants de l'histoire de Guadeloupe. Donc c'était Lucifuge 971 pour Il était une fois la Guadeloupe. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Jean Connette. Mapi, monument, document, qu'a tué vous gentiment. Avait des bites et des risques, qu'a cassé son laissement, qu'a raché d'un amour qui pisse et bon à dents. Respectez mes mons, je disais ça voter depuis longtemps. Mapi, monument, document, qu'a tué vous gentiment. Avait des bites et des risques, qu'a cassé son laissement, qu'a raché